Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être là. Et surtout, merci Enzo Traverso d'avoir répondu à notre invitation autour de votre dernier ouvrage. Donc, Révolution. Le sous-titre est important. Alors, Révolution au singulier, on y reviendra. Une histoire culturelle. Donc, cette manifestation aussi s'organise autour des 40 ans de la découverte. Un éditeur, évidemment, ami de notre librairie et qui nous accompagne et que nous avons aussi accompagné à travers, je dirais, toutes ces productions. Alors, Enzo Traverso, vous êtes professeur de sciences humaines à Cornell University, donc aux États-Unis, mais vous êtes un internationaliste déjà dès le départ, vous êtes né en Italie, vous avez quand même enseigné en France et aujourd'hui vous enseignez donc aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de pas mal d'ouvrages qui ont été traduits dans beaucoup de langues, parmi lesquels notamment à la découverte l'histoire comme champ de bataille en 2010 et qui est passé en poche en 2012. La fin de la modernité juive, et aussi, pour, si j'en avais un autre à citer, ce serait Mélancolie de gauche, qui était sorti en 2016. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer donc, ce dernier ouvrage, Révolution, une histoire culturelle. Alors, je dirais que cet ouvrage, qui est tout à fait... qui personnellement m'a paru à la fois passionnant et particulier, je vais dire pourquoi, donc autour de cette idée de révolution, et vous développez, je dirais, toute une histoire culturelle à travers, et ça c'est très intéressant, les images et les textes. Et vous confrontez ces images et ces textes à travers les points de vue, je dirais essentiellement, mais pas que, on y reviendra dans la discussion, de Marx et de Walter Benjamin, notamment, qui a une place centrale dans cet ouvrage. Vous examinez effectivement, à travers ces images et ces textes, les révolutions. Vous faites une place d'ailleurs importante aux révolutions liées à la décolonisation, et aux décolonisations. Et vous essayez, je crois, dans ce travail, d'extraire, vous le dites, extraire du naufrage du socialisme réel le noyau émancipateur du communisme. Et vous tentez, je dirais, de renouveler, à travers votre ouvrage, le regard sur ce passé des révolutions, et vous nous amenez à nous interroger sur le rapport qu'elles ont peut-être avec le futur. Alors pour commencer notre conversation, je serais tenté de vous poser deux questions. En quoi votre ouvrage, je dirais, relève-t-il, et pourquoi aussi relève-t-il de l'histoire culturelle? Et par ailleurs, effectivement, vous évoquez des révolutions, mais le titre, c'est Révolution au singulier. Pourquoi? Oui. D'abord, un grand merci pour cette invitation. Tout à l'heure, j'essayais de me souvenir de la date de mon dernier passage à Ombre Blanche, il y a désormais, il y a longtemps, mais je suis très heureux d'être ici à Toulouse et dans cette magnifique librairie. Comme vous disiez, j'enseigne depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Je peux vous dire qu'à New York, une librairie comme celle-ci n'existe pas. Donc, c'est une grande chance d'avoir une librairie de cette qualité et qui organise tous les jours des débats autour de livres. J'essaye de répondre à vos questions. Alors, d'abord, pourquoi ce titre au singulier?
Et pourquoi une histoire culturelle ? Et je pense que pour répondre à cette question, il faut aussi revenir sur la structure du livre que vous avez évoqué au départ, hein, c'est-à-dire un livre rempli d'images de toutes sortes, de photographies, de photogrammes, de films, mais aussi d'affiches, de tableaux. Bref, un ouvrage dans lequel la dimension visuelle de l'histoire occupe une place très importante. Alors, le titre est au singulier parce que ce livre se focalise sur le concept de révolution. Ce n'est pas une histoire des révolutions, il y en a déjà beaucoup, et aussi d'excellentes. On connaît l'histoire de la révolution. Évidemment, on continue de réinterpréter, de redécouvrir, de porter un regard nouveau sur le passé. Et donc, il y a un renouvellement permanent de l'historiographie des révolutions. Mais l'histoire des révolutions est connue. Donc, mon livre n'est pas une histoire des révolutions. Mon livre est une réflexion critique sur la révolution. Et la révolution est une expérience historique globale qui touche la planète dans son ensemble, plusieurs continents, et c'est une constellation d'expériences historiques très différentes les unes des autres, mais qui partagent quelque chose qui fait que cette notion a un sens, possède, disons, une signification. Et donc, révolution comme un concept clé pour comprendre, déchiffrer, interpréter la modernité, le monde moderne, le monde dans lequel nous vivons. Une clé pour décoder un peu la réalité. Et un des objectifs de mon livre, c'était aussi, disons, la réhabilitation de ce concept qui, au cours de ces 2 dernières décennies, je dirais, ou des 3 dernières décennies, est devenu assez brouillé, confus et difficile à manier. Mais je reviendrai sur ce point. Pourquoi une histoire culturelle ? Une histoire culturelle parce que je ne crois pas qu'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir le noyau, disons, ontologique, comment dire, la signification profonde de l'expérience révolutionnaire si on se limite au texte. Alors, l'édition anglaise, la première édition anglaise de mon livre s'intitule « Une histoire intellectuelle ». Et donc, dans mon livre, je consacre beaucoup d'attention à la production textuelle liée à l'histoire des révolutions et à l'histoire des mouvements révolutionnaires. L'idéologie, pour moi, est importante. C'est un lieu commun de dire que nous vivons dans une ère post-idéologique. Je pense que les idées sont importantes et les idées jouent un rôle fondamental dans l'histoire des révolutions. Les révolutions se font avec des idées, avec des projets, avec un désir de changer le monde qui est toujours systématisé, formalisé, codifié, structuré dans des textes. Les textes fondateurs, avant, pendant, après les révolutions, sont très importants. Donc, je consacre beaucoup d'importance à une production textuelle qui
accompagne l'histoire des révolutions pendant les 2 derniers siècles, disons, depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Mais les idées, aussi nécessaires et indispensables soient-elles, ne suffisent pas pour faire une révolution. Pour faire une révolution, bien sûr, il faut des idées, il faut un programme, il faut des outils aussi organisationnels, il faut savoir s'organiser, se mettre en place, agir collectivement. Mais une transformation du monde fondée sur un surgissement de la société depuis, disons, d'en bas, implique une mobilisation extraordinaire de passion, d'émotion, de désir, d'utopie. Toutes les révolutions sont des fabriques d'utopie, sont des moments pendant lesquels on invente le futur. Et du coup, le futur devient un continent inconnu qu'on est en train de construire. Tout devient possible, c'est comme un horizon qui s'ouvre. Et pour saisir cette dimension essentielle des expériences révolutionnaires, la continuité historique qui est brisée, une rupture sociale et politique, les classes dominées qui soudainement entrent en mouvement, se transforment en sujet historique, prennent conscience de leur force, de leur capacité de changer la société par leur action collective. Eh bien, cela est quelque chose qui affecte la société dans toutes ses dimensions. Et je pense que cette dimension émotionnelle, cette dimension, disons, affective des expériences révolutionnaires est souvent saisie davantage par les images que par les textes. Bien sûr, il y a une très large littérature autobiographique qui restitue l'épaisseur, comment dire, j'aime dire la graine de l'histoire, disons, il y a quelque chose. Mais les images, souvent, ont cette capacité de transmettre un message, de transmettre le sens d'une expérience. Et c'est pour ça que j'en fais un usage très large. Disons, mon livre est une articulation d'analyse textuelle et d'analyse visuelle. Et alors, vous avez cité Walter Benjamin, qui est une des sources, disons, méthodologiques de mon travail. Walter Benjamin avait forgé cette notion à laquelle je suis très attaché d'image dialectique. Qu'est-ce que c'est qu'une image dialectique ? Une image dialectique est une image qui est à la fois une source pour l'historien, parce que quand on utilise, je ne sais pas, l'iconographie de la Révolution française ou les affiches soviétiques des années 20 ou toutes les images qui sont, si on parle des révolutions coloniales aussi, elles ont été filmées très souvent. Il y a toute une production visuelle liée. Et donc c'est des sources qu'il faut utiliser comme toutes sources dans l'atelier de l'historien, des sources qu'il faut vérifier, des sources qu'il faut analyser, qu'il faut recouper, qu'il faut confronter. Mais les images sont aussi, disons, des messages, sont des Denkbild, c'est-à-dire une image de pensée. Les images transmettent véhicule un message, et donc les images sont un peu, en quelque sorte, la dimension visuelle des révolutions.
Et je pense que les images peuvent nous aider à comprendre l'imaginaire révolutionnaire, à comprendre la culture des révolutions. Mon livre s'ouvre avec... Voilà. J'allais y venir. Il y a deux choses. Moi, je retiens deux choses en ouverture. C'est ce fameux tableau de Géricault. Vous allez y revenir. Et puis les locomotives. Les trains dans les révolutions passées sont très importants. Qu'on prenne le train de Trotsky, qu'on prenne celui de la révolution mexicaine, on les a tous en image, à l'en-tête. Les chapeaux, les cartouchières, les types placés devant les locomotives et qui foncent à travers donc le Mexique. Le train joue un rôle dans la... Mais on pourrait évoquer aussi le cinéma, aussi, avec Vertov et Eisenstein. Donc il y a là effectivement toute une symbolique. Je crois, je retiens ça. Et puis il y a aussi autre chose sur lequel je voulais vous faire réagir, qui a une place importante dans votre ouvrage, c'est le corps. La façon dont le corps est aussi emblématique de l'évolution, en quelque sorte, dans une période révolutionnaire. On peut aller du corps mis en avant, du corps libéré des années 20 et 30, puis jusqu'au corps embaumé de Lénine, effectivement, si je puis dire, en passant à travers le corps du stakhanoviste, en quelque sorte. Et je crois que ça vous montre bien en quoi cette démarche, en quelque sorte, cette façon d'aborder l'histoire est aussi une façon de nous interroger, de s'interroger nous-mêmes par rapport à ce qu'est une révolution et à son devenir. Oui, effectivement. Donc, j'essaye de procéder en ordre. Vous procédez comme vous voulez. Géricault, les locomotives et les corps. Alors, oui, mon livre s'ouvre avec le tableau célébrissime de Théodore Géricault, le radeau de la Méduse, qu'on peut admirer au Louvre et qui est un immense tableau. Quand on entre dans la salle et on est saisi par cet immense tableau, qui est le tableau qui représente un naufrage, qui est l'histoire d'un naufrage. Alors, je me suis basé sur un historien de l'art qui, pour moi, est très important, allemand, Horst Bredekamp, qui nous dit « mais les images nous regardent ». Nous avons toujours l'impression que les images sont figées, sont des objets morts. Il y a un tableau, le radeau de la Méduse, qui a été exposé en 1819. Et depuis 2 siècles, il est là comme un objet en attente de notre contemplation, de notre regard. En réalité, il y a une interaction entre le visiteur d'un musée, ou disons le spectateur, et l'image qu'il regarde. C'est-à-dire, les images nous regardent. Et elles nous interrogent, elles nous transmettent des messages, et elles nous transmettent des messages qui, et ça c'est propre aux grandes œuvres d'art, comme le radeau de la Méduse, des messages qui se renouvellent constamment. Donc, quand Géricault a peint le radeau de la Méduse, en pleine restauration, il ne pouvait penser qu'à la Révolution française et à la Révolution haïtienne. Et il y a, je crois, une allusion à c'est ce marin, ce matelot noir qui est une figure, disons, de vigueur musculaire et qui est en train d'agiter un bout de tissu rouge pour... c'est le radeau,
des naufragés, et il a aperçu un point noir à l'horizon, c'est le vaisseau qui vient sauver. Et ce bout de tissu rouge, qui en 1819 ne signifiait pas le communisme ou le socialisme ou la révolution. Mais regardez aujourd'hui cet immense tableau ne peut être vu que comme une représentation du naufrage des révolutions du XXe siècle, la défaite des révolutions du XXe siècle. Et il se charge de toute une série de significations allégoriques qui sont extrêmement puissantes et que le peintre ne pouvait pas soupçonner lorsqu'il a créé ce tableau. Mais c'est le point de départ, c'est une image dialectique. Et puis il y a un chapitre, le premier chapitre, et c'est le chapitre consacré à cette célèbre, mais très peu méditée et très peu étudiée formule de Marx, qui date de 1850, qui dit « Les révolutions sont les locomotives de l'histoire ». C'est une belle définition, mais c'est une définition qui, voilà, comme une image dialectique, encore une fois, qui condense tout un imaginaire, qui condense toute l'idée de révolution et toute la culture du XIXe siècle. Quand il écrit ce passage, ces deux lignes, Marx est en train d'évoquer le paysage de l'Europe qui est en train de se transformer avec l'arrivée des chemins de fer, les gares dans les villes qui transforment le paysage urbain, les voies ferrées qui changent le paysage dans la campagne, la fumée et la locomotive, c'est un bouleversement radical du rapport entre l'espace et le temps, les distances qui se raccourcissent, une accélération extraordinaire du temps. L'idée des révolutions comme les locomotives de l'histoire, évidemment, suggère la sensation d'une accélération de l'histoire. Et derrière, il y a aussi toute une conception du rôle de la technologie dans la société. Les locomotives, c'est les machines, c'est le monde, la civilisation des machines qui est arrivée, et la civilisation des machines ouvre un univers de possibilités absolument insoupçonné auparavant. Il y a derrière l'idée que une machine est inépuisable. Une machine peut produire incessamment alors que le corps humain et même le corps animal s'épuisent physiquement, psychologiquement. Donc, la machine est la source d'un développement inépuisable des forces de production. Et il y a derrière l'idée du socialisme comme un monde de libération totale, parce que dans une société socialiste, dans laquelle chacun peut satisfaire ses besoins et peut agir selon ses désirs, eh bien, c'est une société de totale liberté dans laquelle nos besoins seront satisfaits par les machines, par la technologie. Alors, c'est une idée de liberté totale et aussi d'émancipation par rapport au travail, l'émancipation du travail comme l'activité humaine qui devient une activité créatrice et non plus une activité soumise à des besoins et à des contraintes. L'idée, le passage du travail comme relation métabolique entre l'homme et la nature à la force de travail comme une capacité de production fondée sur les machines. Donc
une idée de liberté totale et en même temps une illusion extraordinaire, extraordinairement dangereuse sur la science, la technologie, le socialisme comme un monde fondé sur un productivisme inéluctable. Disons, toute une série de dangers, d'illusions et d'ambiguïtés qui sont évidentes pour nous au XXIe siècle et qui ne l'étaient évidemment pas pour Marx en 1850. Mais non seulement cela, disons, si les révolutions sont les locomotives de l'histoire, cela veut dire qu'il y a une téléologie historique. Cela veut dire que l'histoire a une finalité, que l'histoire a un télos, que l'histoire a une sorte de tropisme, qu'elle marche selon une direction qui lui est immanente. Parce que quand nous prenons un train, nous savons où nous allons. Un train, la locomotive marche sur des rails, on connaît la destination, on connaît même l'horaire. Bref, donc l'histoire est un mouvement vers une destination qui est connue. Et ça, c'est une idée que Marx n'a pas arrêté de nuancer et parfois même de remettre en cause dans ses textes, mais c'est une idée qui est au cœur de sa philosophie de l'histoire. Et je crois que c'est une idée qui est au cœur de la culture socialiste, de la culture du mouvement ouvrier pendant au moins 2 siècles. On pourrait donner de multiples exemples, mais c'était à la fois l'illusion qu'on a très cher payée, mais l'illusion que les socialistes, les communistes, les anarchistes marchent dans le sens de l'histoire. Nous sommes sûrs nous possédons l'avenir. L'avenir nous appartient parce que nous avons la clé pour comprendre le mouvement de l'histoire et nous travaillons dans le sens de l'histoire. C'est une illusion. Aujourd'hui, personne ne croit plus au socialisme comme la destinée inéluctable de l'humanité. Aujourd'hui est beaucoup plus répandue l'idée que si on ne change pas d'orientation de la marche, nous allons vers une catastrophe inéluctable. C'est le fameux socialisme ou barbarie de Rosa Luxembourg. Exactement. Donc c'est une illusion, on peut dire socialisme, ou plutôt l'écosocialisme aujourd'hui, est une possibilité à saisir. On peut changer de route. C'est une possibilité parce que l'humanité a ces potentialités émancipatrices qui font que nous avons la capacité, la force. La France de ces dernières années, pour quelqu'un qui regarde les choses de l'étranger, encourage beaucoup, donne offre beaucoup d'éléments qui nous font penser que les êtres humains ont cette capacité de réagir, de se battre, de lutter. Mais ça, c'est quelque chose qui est une virtualité, qui est une potentialité, ce n'est rien d'inéluctable. Donc ça, mais en même temps, cette illusion faisait la force du mouvement ouvrier. Faisait la force du mouvement ouvrier. Faisait la fierté des classes subalternes. Moi, je suis né dans un pays où j'ai connu des ouvriers qui apprenaient à lire dans le local du Parti communiste de leur quartier. Et pour des gens, disons, très humbles, des gens qui n'avaient pas d'éducation, qui avaient toujours été méprisés, qui, pendant le fascisme, avaient été exclus de tout droit. Donc, pour ces gens-là, l'idée d'appartenir à un mouvement qui leur disait « mais c'est vous qui allez construire le futur. Le futur vous appartient.
c'est le mouvement ouvrier qui est en train de changer le monde. Et c'est vous les sujets de... Bon, c'était quelque chose qui donnait dignité, force, et qui bâtissait une culture. Alors tout cela, évidemment, a disparu. Les illusions ont été surmontées, mais cette force extraordinaire du mouvement ouvrier du XXe siècle aussi a disparu. Alors là, on pourrait introduire l'idée, les corps. Évidemment, les révolutions changent les corps. Pensez quelle était la condition des femmes sous l'empire des tsars en Russie, avant 1917. D'ailleurs, avant 1917, il y avait très peu de pays en Europe, même dans lesquels les femmes avaient le droit de vote. Soudainement, à partir de 1918-1919, on commence à publier des textes sur l'émancipation sexuelle, sur le droit de femmes à l'érotisme, sur l'éros ailé, le droit des femmes à satisfaire leurs désirs sexuels en dehors du mariage, et il faut détruire la relation, le mariage qui est une conception propriétaire des relations entre les êtres humains. Il faut commencer à envisager l'éducation, la socialisation des tâches ménagères, de l'éducation, etc. Alors, et tout ça, c'est un débat qui a lieu en Russie en 1918, 1919, 1920. Et cela, disons, on le voit dans l'iconographie de l'époque. On voit comment sont les... Alors, souvent, pensez au merveilleux tableau de Chagall dans lequel il y a des paysans, des figures qui flottent au-dessus des villages. Ces tableaux, pour la plupart, ont été peints lorsqu'il était à Vitebsk. En 1918-19, il dirigeait l'école des beaux-arts ou des arts populaires de Vitebsk. Et disons, c'est des tableaux qui illustrent une sensation répandue qu'après la Révolution, on a été capable de s'affranchir des lois de la gravité, ou de la gravitation, je ne sais pas comment... De la gravitation. C'est-à-dire on peut flotter dans l'air. Les corps sont devenus des corps légers, des corps qui... mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une représentation des corps, et déjà, on le voit dans la Révolution française, l'animalisation du corps révolutionnaire par toute la culture aristocratique, et l'animalisation de l'aristocrate par l'iconographie révolutionnaire. Disons, il y a un jeu des corps qui est tout à fait extraordinaire. Et puis, il y a, disons, il y a une autre dimension qui n'est pas du tout esthétique et qui n'est pas non plus, qui n'est ni érotique, ni sexuelle, ni libératrice, c'est une dimension biopolitique, pour parler avec Foucault. C'est-à-dire, dans un pays, et c'est très souvent le cas, les révolutions ont lieu au milieu de guerres, après une guerre, dans des économies complètement détruites. Il faut complètement reconstituer l'infrastructure du pays, il faut se mettre au travail. Et dans ce contexte, le corps devient un corps productif, un corps qui doit être soumis à une certaine hygiène, à une certaine discipline. L'éros ailé, on peut parfois l'oublier lorsque il faut travailler pour se nourrir. Et alors, les révolutions sont des moments dans lesquels toutes ces dimensions se croisent. Alors, et dans la Russie des années 20, les écrits de Alexandra Kollontai sur la révolution sexuelle coexistent
avec des écrits qui sont effrayants, disons, de certains utopistes qui disent l'homme, parce qu'à l'époque c'était surtout l'homme socialiste, est discipliné. Il se lève à telle heure, il travaille. Disons, sa journée est complètement régulée selon des rythmes de production, de récréation, d'éducation qui sont fixés par le régime qui est en train de diriger le mouvement de la société. Donc, on se souvient du rapport de Lénine au taylorisme, par exemple. Oui, alors c'est le rapport de Lénine au taylorisme. Lénine écrit des textes dans lesquels il stigmatise le taylorisme comme l'expression la plus abominable de l'exploitation et de l'oppression par une rationalité capitaliste du travail. Cela 1912, 13, etc. Et puis, après la Révolution, les bolcheviks redécouvrent le taylorisme. Parce que le taylorisme est un moyen de rationaliser la production, d'augmenter la production et et il implique une discipline des corps tout à fait nouvelle. Donc les révolutions oscillent toujours entre ces différentes dimensions qui sont, disons, des dimensions émancipatrices, libératrices et utopiques, et des dimensions très autoritaires. Très autoritaires. Et je le dis parce que mon livre ne vise ni à idéaliser, ni à stigmatiser les révolutions. Mon livre est une tentative de réflexion critique sur les expériences révolutionnaires qu'il essaye d'appréhender dans toutes leurs contradictions. Il y a un autre aspect de votre ouvrage que j'ai trouvé très, très intéressant et qui fait aussi appel là, à l'image, mais aussi à la littérature. C'est un chapitre important sur, je dirais, l'intellectuel révolutionnaire et ensuite, si je puis dire, les compagnons de route. Ça me paraît être deux choses différentes. Et notamment, vous faites appel, et du coup, j'en ai relu des passages, notamment à Thomas Mann dans La Montagne Magique ou dans ce sanatorium de Davos, on voit apparaître plusieurs types de personnages dont certains, effectivement, sont un peu emblématiques. Alors, on est avant la guerre de 14, bien évidemment, de 1914, mais sont emblématiques, je dirais, et sont un concentré, quelque part, de ce que pouvaient être les intellectuels révolutionnaires à un moment donné. Alors, vous développez aussi d'autres aspects, mais ça m'a paru très important. Et après, vous avez tout un autre aspect sur, donc, je serais tenté de dire, les compagnons de route, et ceux qui sont devenus, ce qui m'amène à poser cette question, que sont les intellectuels devenus? Bonne question. Réponse difficile. Ce que nous définissons aujourd'hui, les intellectuels, c'est des figures qui peuvent jouer un rôle important dans la société, mais qui sont profondément différentes des intellectuels que j'analyse dans mon livre. Et ça a été, je crois, c'est quelque chose que je n'ai pas compris tout de suite. Il m'a fallu plusieurs années de travail, de recherche pour vraiment prendre conscience de cela. Parce que désormais, et je ne parle pas que de la France, mais
c'est une réalité qui vaut pour le monde au niveau global, y compris dans les pays du sud du monde. Aujourd'hui, donc on dit un intellectuel de gauche, ou dans certains pays, un intellectuel révolutionnaire, ou une intellectuelle révolutionnaire, c'est quelqu'un qui travaille à l'université, en général, ou qui travaille qui est un professeur dans un lycée, dans une école, bref. C'est quelqu'un qui a un statut social. Et cela vaut déjà, en 68, c'était les révolutionnaires, les intellectuels révolutionnaires étaient les étudiants et les professeurs. Si on étudie l'histoire des révolutions, depuis la Révolution française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la sociologie des intellectuels est complètement différente. C'est-à-dire, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les intellectuels révolutionnaires qui travaillent dans l'académie, dans une institution scientifique, académique, dans une université, sont une toute petite minorité. On peut en compter sur les doigts d'une main en France, peut-être un tout petit peu davantage en Allemagne, aux États-Unis, disons, on peut arriver, si on fait le calcul, peut-être 30 personnes à l'échelle internationale. Qui est l'intellectuel révolutionnaire au XIXe et au XXe siècle? C'est un paria. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut avoir une très vaste culture, qui peut être brillantissime, et souvent, c'est le cas, on lit encore aujourd'hui, Blanqui, Auguste Blanqui, Rosa Luxembourg, Léon Trotsky, c'est Bakounine, disons, c'est des auteurs qui ont une qualité littéraire qui n'est pas celle de beaucoup d'universitaires d'aujourd'hui. Mais il s'agit de personnages totalement déracinés. En France, on pourrait dire c'est des intellectuels. Alors, j'utilise cette catégorie, l'intellectuel paria, c'est une catégorie arendtienne. C'est Hannah Arendt qui a forgé toute une théorie du paria qui est très intéressante. Elle parle des parias à propos des Juifs, essentiellement, parce que les Juifs étaient effectivement, il y avait une intelligentsia juive paria, surtout en Europe centrale et orientale, dans des pays où l'antisémitisme les excluait des institutions et de l'appareil d'État. En France, on parlerait plutôt d'intellectuels bohèmes. Si on prend la Commune de Paris, dans la Commune de Paris, il n'y a pas un seul universitaire. Et dans la Commune de Paris, il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains, de poètes, de toutes sortes. Et c'est des gens qui n'ont pas de ressources. Alors aujourd'hui, quand on parle aux États-Unis, encore plus, c'est le job market. Donc la mobilité des intellectuels est liée aux dynamiques du marché du travail et donc du marché du travail académique. Où il y a des postes, on se déplace, etc. La mobilité des intellectuels révolutionnaires au XIXe et au XXe siècle, c'est la mobilité de ceux qui se déplacent selon les lieux d'effervescence révolutionnaire. Parce que c'est là qu'on va, et comment vivent-ils en écrivant pour des journaux, des revues qui ont une diffusion et une vie souvent précaire, un petit peu, disons, la social-démocratie allemande qui a une armée de députés et qui publie beaucoup de journaux, donc ils peuvent devenir des journalistes de la presse, etc. Mais
Karl Kautsky, qui était défini, on l'appelait le pape de la Deuxième Internationale, qui a une production extrêmement large, qui a écrit sur la réforme protestante, la guerre des paysans, la Révolution française, la réforme agraire, sur les lois, les crises du capitalisme, il a les origines du christianisme. Karl Kautsky était très positiviste, un intellectuel de son époque, du 19e, mais c'était un des grands esprits. Mais jamais il n'aurait même de loin envisagé de pouvoir accéder à une position académique dans l'université allemande. C'était inimaginable, un socialiste. Donc on en trouve quelques-uns après la Grande Guerre, sous la République de Weimar, sous la Troisième République, il n'y a pas de... Bref, donc la figure de l'intellectuel révolutionnaire est une figure qui doit être historicisée et qui doit être interprétée dans un contexte qui est profondément différent par rapport au nôtre. Et surtout, disons, l'intellectuel révolutionnaire vit à une époque qui n'est pas celle du néolibéralisme. Notre monde néolibéral, c'est une époque de réification de la sphère publique. La sphère publique est un espace complètement structuré et dominé par l'économie marchande. Donc, les chaînes de télévision, les radios, les maisons d'édition, pour la plupart, la presse périodique, tout cela appartient à des grands groupes. Ce qu'on appelle les intellectuels, c'est des personnages qu'on voit souvent à la télévision, souvent les mêmes, pour discuter, et c'est des gens qui ont un lien organique avec ces monopoles qui contrôlent, qui dominent l'espace public. Alors, je ne dis pas qu'ils sont stupides, je ne dis pas qu'il n'y aurait rien à apprendre de ce qu'ils nous disent, mais penser le rôle dans l'histoire de l'intellectuel révolutionnaire et penser ce qu'on appelle aujourd'hui les intellectuels signifie, analyser des figures qui sociologiquement sont absolument incompatibles. Donc, il y a aujourd'hui la figure de l'universitaire les universitaires, surtout en Europe occidentale, Europe continentale, université publique, il y a une précarisation considérable de l'intellectuel comme chercheur. Et il y a l'université qui joue un rôle, disons, d'intermédiaire entre, disons, qui joue encore le rôle que Kant attribue dans sa thèse de l'usage critique de la raison attribuée, disons, aux philosophes. Quelqu'un qui dans la société civile exerce ce rôle de production, exerce cet usage critique de la raison qui permet d'élaborer un contre-pouvoir, disons, un discours critique et alternatif au discours du pouvoir. Alors ça, on peut parler d'intellectuels dans ce sens-là. Mais l'histoire des intellectuels révolutionnaires est une histoire qui je pense, est une histoire achevée. Nous sommes dans un contexte qui est complètement différent. Les compagnons de route, c'est autre chose. Les compagnons de route, ce sont des intellectuels qui ont une notoriété et une reconnaissance publique qui ne tient pas au rôle qu'ils ont joué dans les mouvements politiques ou dans les mouvements révolutionnaires, qui tient à leur statut dans l'espace public.
et qui, dans certaines circonstances historiques, apportent leur caution à un parti de gauche, un mouvement. Alors, quand on parle des compagnons de route, on pense surtout au Parti communiste de l'après-guerre. Et la France est un cas emblématique de ce point de vue. Alors, l'intellectuel, le compagnon de route est celui qui fait un bout de chemin avec le parti. Mais cette rencontre a lieu dans des circonstances particulières. La révolution russe n'attire pas ces grandes figures publiques d'intellectuels. Je donne l'exemple dans mon livre de Aragon. Aragon qui deviendra le poète officiel du Parti communiste. En 1917, Aragon dit « Qu'est-ce que c'est que la révolution russe ? C'est une crise ministérielle. » Il n'a rien compris à la révolution russe. Après, il y a les intellectuels communistes, les intellectuels organiques, selon la définition de Gramsci, ont un lien direct, étroit. Dans les années entre les deux guerres, il y a des circonstances qui font que de certaines figures publiques se rapprochent de la gauche. Malraux, Gide deviennent des compagnons de route, pas parce qu'ils deviennent marxistes, mais parce que, à l'époque de l'antifascisme, ils peuvent faire un bout de chemin avec le Parti communiste. Et c'est le cas aux États-Unis de ce qu'on appelle les New York Intellectuals, en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, disons. La guerre civile espagnole, c'est le cas d'école, parce que la guerre civile espagnole, c'est le moment où, du monde entier, les intellectuels, les écrivains, les artistes vont en Espagne pour apporter leur caution à la République. Et il n'y a pas que, il y a aussi les compagnons de route du fascisme, parce qu'il y en a beaucoup qui vont en Espagne pour soutenir le soulèvement militaire franquiste. Alors, effectivement, vous, peut-être, alors, il y a multiples choses qui sont abordées dans cet ouvrage. Au passage, d'ailleurs, quand je l'ai montré tout à l'heure, on a toujours l'impression d'un gros pavé, comme l'on dit, mais je tiens à le préciser, puisque quand même, en ombre blanche, on lit les livres, ça se lit très bien. Ça se lit très bien, il y a un effort d'écriture, non, mais on le signale souvent pour certains ouvrages, parce que c'est jamais facile de je dirais, verbaliser ou d'écrire autour de la thématique, notamment en sciences humaines. Et effectivement, ça se lit très bien et la lecture est agréable. Et je crois que c'est quelque chose qui est toujours qu'il faut mentionner dans ce cadre-là. Alors peut-être avant de céder la parole, si je peux faire une parenthèse. Oui. Alors il faut remercier le traducteur. Il faut peut-être aussi remercier le traducteur. Très important, les traducteurs. Il a été traduit en français, mais j'ai entièrement révisé la traduction. C'est vous qui l'avez relu, de toute façon. Le style est le mien. Bon, heureusement. Mais c'est vrai que le rôle des traducteurs dans ce cas-là sont tout à fait fondamentaux. Autre chose que je voudrais évoquer, effectivement, vous nous invitez à relire et à regarder peut-être à travers cet ouvrage autrement, je dirais, les révolutions et l'image des révolutions. Ce que je voulais vous demander, peut-être avant de passer la parole, je le disais à la salle, c'est qu'en est-il aujourd'hui ? Je serais tenté de dire, je vais faire mon petit Ernst Bloch, si on parle du principe espérance et de l'espérance révolutionnaire, comment est-ce que vous la voyez aujourd'hui ? À travers quels phénomènes, ou quels événements, ou quels personnages ? Comment, je dirais, aujourd'hui, faire ressurgir, on parlait de la vieille taupe dans le passé, comment faire ressurgir, je dirais,
je dirais, cette espérance révolutionnaire, dans la mesure où quand même, pardon, vous montrez qu'il y a des périodes qui sont closes, qui peuvent nous servir effectivement et qui nous servent de référence, des choses à réinterpréter, mais aujourd'hui, c'est quand la révolution, Enzo? Vaste question. Disons, moi, je n'ai absolument pas la prétention d'apporter une réponse satisfaisante à cette question, mais cette question, je pourrais dire, est à l'origine de mon livre. Disons. Je ne suis pas en mesure de répondre, mais je pense que c'est une bonne question qu'il faut se poser. Or, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, et je crois que c'est la contribution que peut apporter un historien, un travail, un débat très tourmenté, un débat qui n'est pas facile, un débat de voix qui se cherchent et parfois sont incapables de dialoguer, mais bref, un débat qui existe aujourd'hui, c'est, disons, essayer de comprendre le sens d'une expérience qui s'est achevée pour que les nouvelles générations, qui sont très actives, les nouvelles générations sont loin d'être passives. Les nouvelles générations ont créé des mouvements qui sont puissants et les nouvelles générations ont créé des mouvements qui font preuve d'une maturité et d'une capacité d'analyse et d'action qui dépasse de loin à plusieurs égards l'expérience de ma propre génération. Mais ces nouvelles générations, et je me réfère à tous les mouvements qui ont eu lieu en France depuis des années, mais pas qu'en France. Les révolutions arabes, Occupy Wall Street aux États-Unis, Black Lives Matter, 15M en Espagne, disons, c'est un foisonnement de mouvements. Il y a une pensée critique qui est extrêmement sophistiquée, qui est beaucoup plus large et comment dire, quantitativement et qualitativement est plus importante que ce que les révolutionnaires produisaient il y a un siècle, en termes d'idées, de réflexion. Pensons, alors, vous parlez de l'écosocialisme sur la question écologique, il y a une réflexion extraordinaire aujourd'hui. Mais en même temps, tous ces mouvements ne se réclament jamais des expériences révolutionnaires du passé. Donc ça, c'est le point de départ de mon travail. Pourquoi ? Donc, c'est ça la question. Parce que quand j'avais 20 ans, tous les mouvements de gauche étaient des mouvements qui revendiquaient avec beaucoup de fierté une sorte de pedigree. Disons, chacun avait ses théoriciens, avait ses références idéologiques qui mettaient en avant. Il y avait une mémoire qui était une mémoire partagée. Une mémoire de la gauche, une culture de la gauche qui, pendant des générations et des générations, s'est transmise par les partis. Quand on adhérait à un parti, on entrait dans un lieu de socialisation, de débat. On apprenait qu'il y avait des textes qu'il fallait lire. Il y avait une presse qui était un lieu d'élaboration d'idées et un foyer de discussion. Et il y avait des lieux aussi. Un sociologue comme Halbwachs parle de les cadres sociaux de la mémoire. Ces cadres sociaux étaient très prégnants. Travailler dans une usine, être ouvrier dans une usine automobile dans les années 50 signifiait pouvoir adhérer à un parti de gauche. Et ce parti de gauche, il te disait, il t'offrait toute une idéologie toute faite.
il y avait une culture qui existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, ces mouvements sont totalement, en dépit de leur richesse, sont totalement incapables de se rattacher aux expériences du passé. Pourquoi cela ? Je pense parce qu'ils ne trouvent rien dans ces expériences d'opératoire pour leurs besoins. Toutes les formes d'organisation héritées du socialisme, de l'anarchisme, du communisme, du trotskisme, de tout ce que vous voulez, apparaissent périmées. C'est pas aujourd'hui l'organisation et autres. Je ne dis pas qu'on a trouvé la solution. Regardez les débats de la France insoumise sur ces. Ils n'ont pas trouvé la formule organisationnelle. Mais ils sont tous d'accord pour dire que, disons, la forme partie du XXe siècle n'est plus opératoire. Et puis surtout parce que les révolutions du passé se fondaient, et cela est devenu évident, disons, cela a été codifié après la révolution russe, une révolution qui est née d'une guerre totale. Il ne faut pas oublier cela. Le bolchevisme, quand on parle du bolchevisme, on se réfère à une révolution qui a surgi d'un bain de sang gigantesque, d'une boucherie gigantesque qui est la Grande Guerre. Mais le modèle révolutionnaire, le paradigme révolutionnaire qui a surgi de la révolution russe, c'est un paradigme militaire de la révolution. Faire la révolution signifie conquérir le pouvoir par les armes. Et pour conquérir le pouvoir par les armes, il faut une armée de révolutionnaires. Et donc, adhérer à un mouvement révolutionnaire signifie devenir une sorte de soldat qui se bat, qui s'organise et qui agit pour la révolution. Et quand on parle d'une armée révolutionnaire, signifie parler de hiérarchie, signifie parler de discipline, signifie parler aussi de hiérarchie de genre. Ceux qui font la guerre, c'est les mâles, les femmes s'occupent d'autres tâches. Et alors, cette hiérarchie a été reproduite. Pourquoi Rosa Luxembourg, pour être une des principales dirigeantes de la social-démocratie allemande, ne s'occupe pas du mouvement des femmes. Elle ne s'est jamais occupée des droits des femmes, de l'émancipation. Il y avait d'autres. Clara Zetkin le faisait, mais Clara Zetkin dirigeait le travail. Alors, pour être une dirigeante de la révolution spartakiste de la social-démocratie allemande, il fallait s'occuper de tâches plus sérieuses. Il fallait disons, savoir contourner dans cette structure qui est une structure qui reproduit la domination masculine de la société. Donc il y a toute une série d'aspects de ce genre, de ce paradigme révolutionnaire. Quand j'avais 20 ans, ma référence c'était le Vietnam et l'Amérique latine. Et dans les manifestations, on essayait même, il y avait ce côté baroque, les services d'ordre qui se militarisaient. Alors, il y avait ce côté-là, mais qui, si vous voulez, ne faisait, sur le plan folklorique dans ce cas, que illustrer la prégnance de ce paradigme militaire de la Révolution. Aujourd'hui, ce paradigme apparaît complètement périmé. Même si, avec la militarisation de la police, évidemment, ce qu'on appelle la désobéissance civile se pose aussi, est obligé de se poser la question de la résistance, le recours à la violence, ou comment faire face à la violence. Bref, c'est un débat ouvert, mais il y a toute une série de raisons qui font que cette tradition, cette histoire et cette mémoire révolutionnaire n'a pas pu être transmise aux nouvelles générations.
Et je crois que là, c'est un problème, non pas parce que, disons, il s'agirait d'exhumer des modèles périmés, mais parce que, qu'ils le veuillent ou non, ces mouvements sont les héritiers des révolutions du passé, sont les héritiers de tous ceux qui, pendant 2 siècles, ont essayé de changer le monde. Et donc, avoir assimilé critiquement ces expériences, je crois que c'est fondamental. Or, comment inventer les utopies, citiez Ernst Bloch. Alors, Ernst Bloch est le philosophe du principe espérance, das Prinzip Hoffnung, qui a dominé le XXe siècle. Le XXIe siècle s'ouvre avec ce que les Allemands disent, das Prinzip Verzweiflung, le principe désespoir plutôt que le principe espérance, parce que l'idée qui domine aujourd'hui, c'est l'idée d'une catastrophe qui nous menace. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il ne suffit pas de changer le pouvoir, il ne suffit pas de prendre le pouvoir, il ne suffit pas d'arriver aux manettes et de changer de politique. Il faut changer de civilisation, il faut changer de modèle de civilisation, il faut changer la manière, radicalement la relation de l'espèce humaine à la nature, c'est ça l'idée d'anthropocène. Il faut changer radicalement l'idée d'organisation des relations entre les êtres humains, de briser la forme marchande, briser le carcan productiviste. Alors, c'est une nouvelle, et ça veut dire une nouvelle utopie. Mais une nouvelle utopie, il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de travailler dans cette direction. Mais ce n'est pas les chercheurs qui vont offrir une nouvelle. Les utopies surgissent des entrailles de la société. Et donc, les intellectuels pourront les mettre en forme, pourront les définir, et c'est leur rôle, si vous voulez. Mais les nouvelles utopies doivent surgir de la société. Et pour qu'une nouvelle utopie surgisse, il faut, il faut briser les murs, la cage de fer, encore une fois pour parler avec Max Weber, la cage de fer certains historiens parlent d'un régime de temporalité un régime d'historicité présentiste, c'est-à-dire nous sommes enfermés dans le présent. Nous sommes incapables de penser un monde autre que le monde. Alors que dans le passé, il y avait cette capacité. Il y avait cette capacité. Même à une époque où, je donne toujours l'exemple de 1968, qui a été si important en France. En 1968, parmi les jeunes qui descendaient dans la rue, dans les villes françaises, il n'y en avait aucun qui regardait à l'Union soviétique comme un modèle à suivre. Tout au contraire, on descendait dans la rue pour protester contre l'invasion militaire de Prague, etc. Mais l'existence de l'Union soviétique indiquait que le capitalisme n'était ni, disons, un mode naturel d'organisation de la vie, ni un mode, disons, qui bouchait l'horizon sans alternative. Il pouvait y avoir autre chose. L'Union soviétique, ce n'était pas l'option qu'on souhaitait, mais on pouvait penser autre chose. Dans la tête de millions de personnes, il y avait l'idée qu'on peut construire autre chose. Alors, je crois que aujourd'hui, le capitalisme est devenu une sorte de modèle anthropologique. C'est ça le problème. Et même, disons, moi-même, disons, je pense que nous tous, nous pouvons être lucides dans notre critique de l'ordre dominant, de l'existant, des formes. Mais nous avons intériorisé des formes de vie
qui sont devenus notre manière, disons, quotidienne d'être au monde. Et c'est ça le problème fondamental. Pour bâtir une nouvelle utopie, il faut être capable de briser cette... Et ce qu'on fait, par exemple, en France, plus que dans d'autres pays, les ZAD, par exemple. Les ZAD, nous, on veut essayer de vivre autrement, de faire l'expérience d'un autre mode de vie, qui ne soit pas un mode de vie dicté par... disons, Et ça, c'est très important, je trouve, parce que ça montre qu'il y a des espaces je dirais, d'expérimentation, de création, d'invention, et desquels peut surgir une utopie du XXIe siècle. Bien. Alors, on va peut-être prendre quelques questions. D'abord, ça permettra à Enzo de boire un peu et de reposer la voix. Et puis, donc, nous conclurons. Alors, il suffit de lever le doigt et je passe le micro, comme on dit, en vous demandant des interventions claires, précises et concises. On ne va pas refaire un programme politique ce soir. Bonsoir et merci beaucoup. Par rapport à la Syrie, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Parce que c'est une révolution qui continue encore, même si elle est limitée. Et en rencontrant des révolutionnaires syriens qui étaient entre autres des intellectuels et des gens qui ont pris les armes, ils me disaient que une des révolutions, enfin en tout cas un pays qui les avait énormément inspirés, c'était l'Amérique latine. On peut prendre... Ouais, alors, une autre question peut-être. N'hésitez pas, parce qu'après, après c'est les vacances. Je vais avoir du mal à être concis, mais non, mais parce que en voulant essayer d'attraper ce fameux concept, est-ce que vous écrasez pas les différences entre, par exemple, pour prendre l'exemple de ce qui s'est passé en Espagne pour moi, entre 34 et 37, parce qu'après, quelque part, la révolution est rattrapée et par le stalinisme et par le fascisme. Est-ce que vous obérez pas le fait que, par exemple, il y a une tradition anarchiste qui s'oppose justement à la prise de pouvoir et qui continue à courir, alors que pour moi, malheureusement, l'expérience russe, elle se heurte au fait que, au fait que justement en 36 et 37 principalement, c'est non seulement l'aviation allemande qui va matraquer les anarchistes, mais aussi les staliniens qui vont liquider les anarchistes. Est-ce que, donc, en essayant de tout regrouper, et bravo, hein, mais en même temps, on n'écrase pas tout, quoi. Oui, alors il s'agit de questions importantes. Et moi, je connais un peu l'Amérique latine parce que je la fréquente assidûment, je dirais. Je ne connais pas la Syrie, mais je pense que le cas syrien est intéressant dans le cadre de ce qu'on appelle les révolutions arabes, dont il est une des composantes. Et puis, bon, quand on parle de la Syrie, on parle du Kurdistan, qui est une expérience fondamentale. Alors là, effectivement, le problème de la violence se pose en termes bien différents par rapport à l'Europe ou au monde occidental. J'en conviens tout à fait. Mais
il me semble que la question de la violence s'est posée dans le monde arabe avec les guerres civiles qui ont éclaté à partir de 2011. Parce que si on analyse les révolutions telles qu'elles sont apparues, d'abord en Tunisie et puis en Égypte, avant de s'étendre dans l'ensemble de la région, c'était des révolutions qui rentraient complètement dans le cadre que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de révolutions qui s'inventaient et qui n'avaient pas de modèle, de révolutions qui avaient un ennemi qui était clairement défini et des révolutions qui ont eu la force de mobiliser la société dans son ensemble et qui ont eu la force d'abattre des régimes politiques, en Tunisie, en Égypte. Mais des révolutions qui ne se réclamaient pas du socialisme, qui ne se réclamaient pas du panarabisme, par exemple, qui ne se réclamaient d'aucune tradition, disons, du socialisme ou du nationalisme ou de l'anticolonialisme, disons. C'était des révolutions qui se cherchaient, qui s'inventaient et qui avaient beaucoup de limites, qui étaient les limites non pas spécifiques à tel ou tel pays ou à tel mouvement, mais les limites de notre époque. Et des révolutions qui, finalement, ont, dans une très large mesure, échoué ou qui ont été stoppées à cause des interventions militaires, à cause des guerres civiles, et dans lesquelles la question de la violence a ressurgi. Et là, il y avait, par exemple, les Kurdes qui avaient une tradition, qui avaient une culture, qui avaient une pratique, qui étaient, comment dire, armés, qui avaient qui étaient préparés pour faire face, mais pas dans d'autres pays, pas dans d'autres pays. En Amérique latine, alors, l'Amérique latine est un cas qui est encore très différent, mais l'Amérique latine a été peut-être le continent, pendant les années 90 et le début des années 2000, une période de domination néolibérale quasiment, je dirais, sans limite. Au niveau global, l'Amérique latine a été un continent de politique de résistance, de politique de résistance et de politique de résistance qui souvent se réclamaient du socialisme. Et ça, c'est une exception. C'est une exception. Et là aussi, avec beaucoup de contradictions, avec beaucoup de... Disons, il y a toute une série de différences entre, que sais-je, le Chili, le Venezuela, la Bolivie et l'Argentine. Mais disons, ils avaient cette idée qu'ils pouvaient résister. Or, là aussi, il y a un débat qui n'est pas si différent que cela, en dépit de ces traditions qui sont peut-être plus solides qu'ailleurs, en dépit des spécificités de certains pays, en dépit du fait qu'il y a une dimension populiste qui est beaucoup plus forte là que dans d'autres. Mais finalement, le débat n'est pas si différent que ça par rapport au débat que nous pouvons avoir en Europe occidentale ou dans d'autres pays. Parce que le rapport que tous ces mouvements en Amérique latine ont avec Cuba, par exemple.
Cuba est quelque chose qu'ils ne sont pas prêts de lâcher, qu'ils défendent toujours, mais Cuba n'est plus un modèle. N'est plus un modèle. Donc, je pense que ce que je disais ou que j'essayais de dire avec beaucoup de difficultés, peut-être des tâtonnements, de contradictions, c'est quelque chose qui a une portée globale. Je ne pense pas qu'on puisse faire des exceptions ou établir, disons, il y a des nuances, mais il y a une problématique globale qui nous affecte tous, du Chili à la France, aux États-Unis, au monde arabe, à l'Amérique latine. Alors, la question de l'anarchisme est intéressante parce que moi, je vois des traits libertaires, plus qu'anarchistes, je dirais libertaires, chez les mouvements sociaux de ces dernières années. Mais ce n'est pas, disons, une revendication de l'anarchisme dans ses formes politiques. Ce n'est pas, disons, la renaissance de la CNT espagnole. Ce n'est pas l'anarchisme, ce n'est pas, disons, Bakounine qui a gagné contre Marx. Vous savez qu'au XIXe siècle, il y avait cette grande polémique entre Marx et Bakounine. C'est pas que, disons, aujourd'hui, Bakounine aurait gagné sa bataille contre Marx. Ce qu'on redécouvre de la tradition libertaire, c'est une idée anti-autoritaire, c'est une idée de démocratie directe, de démocratie horizontale, l'action directe, mais action directe pas au sens du terrorisme. C'est pas Rouillant et Ménigaud. Oui, voilà. D'accord. Alors, dans ce sens-là, oui, une redécouverte d'une tradition libertaire et de l'anarchisme. Et cela me semble assez évident lorsqu'on pense à ce fait qui pourrait apparaître étonnant. Aujourd'hui, la Commune de Paris est beaucoup plus populaire, je dirais, que la Révolution d'octobre. Elle suscite beaucoup plus d'intérêt. Et pourquoi cette identification ? Pendant longtemps, quand j'étais jeune, on avait l'habitude de penser à la Commune de Paris comme à une sorte d'expérience embryonnaire de l'octobre russe. Les bolcheviks avaient réussi là où les communards avaient échoué, donc il y avait une continuité entre les deux, mais l'immaturité de la Commune a été surmontée par... Aujourd'hui, c'est une vision complètement différente, quoi. La révolution russe est la matrice d'un régime autoritaire. La Commune de Paris, c'est une expérience libertaire qui peut nous donner des enseignements. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi une sorte d'identification des jeunes à la Commune de Paris parce que tout au long du XXe siècle, on a pensé la Révolution comme un changement social qui avait son moteur dans la classe ouvrière, et la classe ouvrière industrielle. Le prolétariat industriel, des grandes usines, etc. C'était là que se concentraient les bastions du mouvement ouvrier, c'était là que se transmettait l'expérience, etc. Alors, la classe ouvrière de l'âge fordiste a disparu, n'existe plus dans le monde néolibéral. Et paradoxalement, les jeunes d'aujourd'hui qui vivent, qui sont une jeunesse qui est éduquée,
qui a fait des études et qui est très précarisé, s'identifie bien davantage avec les communards qui étaient des travailleurs précaires, qui étaient des artistes précaires, qui étaient des bohémiens, disons. Je pense qu'il y avait quelque chose des affinités électives, on pourrait dire, qui sont assez... Et cela explique la renaissance d'une certaine tradition anarchiste. Vous le montrez bien aussi dans l'ouvrage, quand vous faites référence, on peut parler dans cette continuité, notamment les références à des gens comme Landauer ou Musam, par exemple, dont oui. on, à part dans des cercles vraiment, je dirais, spécialisés et assez fermés, on parlait peu. Et aujourd'hui, on voit dans les parutions notamment, et dans les critiques, dans les écrits, voir revenir ces courants-là qui avaient été portés par des gens qui, à une époque, étaient complètement à la marge. Oui. Et il y a une autre raison, si je peux, très rapidement, Tout à fait. c'est que les anarchistes avaient une sensibilité anticoloniale et antiraciste qui était sans doute plus développée que le socialisme. Bon, dans le socialisme, il y a eu aussi des courants très colonialistes dans le mouvement. C'est la révolution d'octobre qui a imposé un tournant. Mais alors Marx, il décide d'aller s'installer à Londres parce que Londres, c'est le centre du capitalisme et c'est là qu'il veut étudier le capitalisme. Les anarchistes, ils vont en Amérique latine. Les anarchistes, ils vont dans le sud de l'Europe. Ils vont, par certains, en Asie. Disons que les anarchistes au XIXe siècle ont compris que les peuples colonisés étaient une espèce de poudrière prête à exploser. Et que les peuples colonisés pouvaient être des sujets révolutionnaires. Ce que les marxistes et les socialistes comprendront beaucoup plus tard. Parce qu'ils avaient ce mythe de la classe ouvrière qui était surtout dans les pays industrialisés d'Europe, etc. D'ailleurs, ils ont donné d'excellents ethnologues et anthropologues. Oui. Une toute dernière question, si vous en avez. Non. Bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à remercier Enzo Traverso.